Je me souviens encore du moment où j'ai décidé de rejoindre mon père dans l'ambition de transformer sa petite entreprise en quelque chose d'extraordinaire. C'était un frais matin d'octobre à Paris, du genre où l'air semble vibrant d'énergie et où les arbres du boulevard Saint-Germain exhibaient des teintes flamboyantes. La veille au soir, papa m'avait téléphoné d'une voix inhabituellement émue, celle-là même que je n'avais entendue que quelques fois dans ma vie. « Michel, l'entreprise a besoin de 109. Quelqu'un qui voit les choses autrement, avait-il dit. » J'imaginais parfaitement son petit bureau encombré de dossiers et de tableaux Excel, passant la main dans ses cheveux poivre et sel comme lorsqu'il se débattait avec un problème épineux. Avec une détermination farouche, je me suis lancé corps et âme dans l'apprentissage de chaque subtilité des entreprises Lefebvre, avide d'apporter mes idées et mon énergie. Mon MBA de HEC me semblait soudain théorique face à l'éducation pratique que m'offraient ces premières semaines d'immersion. Papa avait bâti une entreprise régionale de fourniture pour la construction respectée, mais il était évident que le secteur évoluait bien plus rapidement que ses méthodes d'antan. Chaque matin précoce et chaque nuit tardive passée à examiner documents et analyses de marché me remplissaient d'un enthousiasme mêlé à une lourde responsabilité. Parfois, je levais les yeux de mon bureau à 2 heures du matin pour apercevoir les lumières scintiller sur la Seine, et un sentiment irrésistible me disait que nous étions sur le point de réaliser quelque chose de grand. Je me souviens de la première fois où j'ai franchi la porte du siège, située rue de Rivoli. La réceptionniste, Martine, me connaissait depuis le lycée, époque où je rendais visite à papa pour lui emprunter quelques sous pour le déjeuner. Aujourd'hui, elle me saluait en m'appelant « Monsieur Lefebvre », une appellation à la fois ridicule et étrangement juste. Le bureau lui-même semblait figé dans les années 90 des open spaces grisâtres, un éclairage fluorescent qui donnait à chacun un air légèrement maladif, et ce parfum ténu de café et de toner que l'on retrouve dans tous les vieux immeubles de bureaux. Travaillant en étroite collaboration avec mon père, j'ai rapidement absorbé les leçons de leadership, de stratégie et des risques inhérents au monde de l'entreprise. Thomas Lefebvre n'avait peut-être pas fréquenté les grandes écoles comme la Sorbonne, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, 30 ans d'expérience durement acquise et une intuition sur les gens que je n'avais jamais vu égaler. Nos sessions de réflexion se prolongeaient souvent tard dans la nuit au pub d'Aumalais, ce bistrot irlandais du quartier où papa était un habitué depuis bien avant ma naissance. Autour de plats de hachis parmentier et de pintes de Guinness, nous griffonnions sur des serviettes des plans qui semblaient trop audacieux pour réussir. Le barman, Séamus, n'hésitait pas à intervenir avec des remarques surprenantes. Il se trouvait qu'après avoir fait fortune dans l'immobilier avant de tout perdre, il avait trouvé la paix en servant des verres. Il ne s'agissait pas uniquement de chiffres, c'était une question de redéfinir ce qui était possible avec une vision partagée et une volonté inébranlable. Papa avait bâti une entreprise fournissant des matériaux de construction à des chantiers à travers toute l'Île-de-France, mais je voyais déjà la possibilité de nous étendre à l'échelle nationale, de moderniser notre approche grâce à une plateforme de commerce en ligne, de diversifier notre offre en intégrant des matériaux écologiques, juste au moment où le marché en commençait à en redemander. Les employés, beaucoup d'entre eux fidèles depuis des décennies, étaient d'abord sceptiques. On entendait murmurer « Le gamin du patron croit tout savoir » ou « Voilà un autre diplômé en commerce avec des grandes idées mais sans expérience. » Je ne peux pas leur en vouloir. Le changement fait peur, surtout quand votre vie dépend de la stabilité de l'entreprise. Jeanne de la comptabilité avait 2 enfants à l'université, Robert, au service logistique, subvenait aux besoins de sa mère en maison de retraite. Ce n'étaient pas de simples employés, c'étaient des personnes dont l'avenir serait bouleversé par nos décisions. Alors, j'ai pris soin de débuter en travaillant dans l'entrepôt, aux côtés des gars qui chargeaient les camions dès 5 heures du matin, apprenant leur méthode avant de proposer des améliorations. J'ai traîné l'équipe commerciale dans un petit bistrot pour écouter réellement leur frustration face à notre système de commande désuet, posant des questions plutôt que d'ordonner. Durant ces mois de formation, j'ai trouvé de l'inspiration dans les plus petites victoires. Le premier retour positif d'un investisseur réticent arriva après 3 présentations et d'innombrables révisions. Charles Winters, de Paris Capital Partners, réputé pour être difficile à convaincre, finit par hocher la tête pendant notre exposé en disant « Vous avez peut-être quelque chose d'intéressant, Lefebvre ». L'idée révolutionnaire qui débloqua une nouvelle source de revenus survint à 11 heures du soir alors que papa et moi débattions de la gestion des stocks, et c'est ainsi que nous avons réalisé que nous pouvions proposer, en plus de nos matériaux, des services d'installation.
Je commençais à percevoir l'entreprise non pas simplement comme une entité commerciale, mais comme l'extension de notre héritage familial capable de redéfinir notre avenir. Ma sœur, Emma, trouvait insensé que je laisse derrière moi mon confortable poste de consultant. « Tu vas travailler 2 fois plus pour moitié moins », m'avait-elle dit lors d'un brunch dans une petite boulangerie du coin. Elle n'avait pas tort, mais elle ne comprenait pas ce que je ressentais. Il y a quelque chose de magique à bâtir quelque chose de concret, quelque chose de tangible, que le consulting ne pouvait jamais offrir. Emma avait toujours été la plus pragmatique, à l'image de notre mère, avec sa planification minutieuse et sa gestion des risques. Pour ma part, je ressemblais davantage à papa, un rêveur doté juste de suffisamment de réalisme pour garder les pieds sur terre. Le tournant décisif survint le week-end où nous remportâmes le projet, Vue sur la Seine. Ce fut le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, fournir des matériaux pour un vaste programme immobilier mixte le long de la rive. Le promoteur, le groupe Richardson, travaillait habituellement avec les grands fournisseurs nationaux, mais notre proposition axée sur l'approvisionnement local et la durabilité environnementale les convainquit. Nous fêtâmes cela chez papa, à Neuilly-sur-Seine, lors d'un barbecue dans le jardin où même maman, divorcée de papa depuis des années mais toujours en bons termes, se présenta avec sa fameuse salade de pommes de terre et l'admission, à contre-séhure, que notre plan fou n'était peut-être pas si insensé. Le contrat, Vue sur la Seine, impliquait une montée en puissance rapide. Nous embauchâmes une vingtaine de personnes en 2 mois, louâmes un nouvel espace d'entrepôt à Issy-les-Moulineaux et investimes dans une flotte de camionnettes de livraison. Le stress était immense, mais l'excitation l'était tout autant. Je me souviens avoir parcouru le nouvel entrepôt en pleine installation, sentant la fraîcheur de la peinture et le parfum de possibilités, en me disant, on y arrive vraiment. La nuit, il m'arrivait de me réveiller en sueur, inquiet pour la paix, les plannings de livraison et 1000 autres détails, pour qu'au matin, le doute se transforme en une détermination inébranlable. C'était ça, bâtir quelque chose de significatif. Au fil des saisons, alors que l'hiver s'installait sur Paris, notre entreprise se transformait avec la même intensité que le paysage urbain. L'équipe gagnait en confiance, les processus que nous avions mis en place commençaient à porter leurs fruits, et un nouvel engouement entourait les entreprises Lefebvre, un engouement inexistant auparavant. Papa et moi continuions à nous disputer parfois violemment, mais le respect mutuel se faisait sentir. Il reconnaissait que mon approche moderne était nécessaire, et je savais que son expérience et ses relations étaient irremplaçables. Lorsque la neige fondit et que les premiers signes du printemps apparurent le long de la Seine, je sus que nous étions sur la voie de quelque chose d'extraordinaire. La fondation était posée, la direction fixée, et l'ambition qui m'avait ramené dans l'entreprise de mon père se révélait pleinement justifiée. Ce que je ne savais pas encore, c'est jusqu'où nous monterions ni à quel point le chemin deviendrait complexe. Chaque jour qui passait, nos efforts portaient leurs fruits et la croissance de l'entreprise devenait indéniable. Le projet, Vue sur la Seine, fut notre carte de visite, ouvrant des portes sur tout le marché concurrentiel de la construction en Île-de-France. L'été arriva, accompagné d'une canicule qui faisait griller les trottoirs parisiens, mais dans nos bureaux désormais surchargés de la rue de Rivoli, cela passait presque inaperçu. Nous élaborions des stratégies minutieuses, négocions avec acharnement et relevions chaque défi avec un esprit d'innovation qui défiait la sagesse établie. Je tirais fierté de chaque décision menant à un succès progressif, sachant que chaque pas constituait une brique de l'édifice d'une vision bien plus grandiose. Les relations de papa et ma vision novatrice se révélèrent être une combinaison redoutable. Lorsque nous remportâmes le contrat pour le nouveau centre d'innovation de la Défense, battant des fournisseurs nationaux aux décennies d'expérience, le journal des affaires consacra un article à notre « remarquable renaissance ». La journaliste, une femme plutôt sceptique nommée Diane Powell, qui couvrait le monde des affaires locales depuis 20 ans, demanda quel était notre secret. Papa sourit et répondit « Aucun secret. Juste le parfait mélange entre des relations à l'ancienne et une pensée contemporaine. » Puis il me désigna du regard avec une fierté qui me serra la poitrine. J'ai joué un rôle déterminant dans la rationalisation des opérations, l'introduction de technologies modernes et le rebranding de notre identité afin de refléter l'ambition d'un empire naissant. L'ancien logo des entreprises Lefebvre, un simple lettrage en police classique et ennuyeuse, fut remplacé par un design moderne et épuré, capturant notre vision tournée vers l'avenir tout en honorant notre histoire.
Le site internet, qui n'était guère plus qu'une brochure en ligne, se transforma en une véritable plateforme de commerce électronique où les entrepreneurs pouvaient passer commande, suivre les livraisons et accéder à une multitude de ressources sur la construction durable. L'équipe s'agrandit rapidement. Nous recrutâmes Priya Sharma, venue d'une start-up technologique, pour refondre notre infrastructure digitale, intégrâmes Jake Martinez, recruté chez un concurrent national, pour diriger notre équipe de vente élargie, et promûmes Suzanne Chen du département comptable au poste de directrice financière. Chaque nouvelle embauche apportait des perspectives fraîches et des compétences qui accéléraient notre transformation. Les employés de longue date, initialement réticents face au changement, commencèrent à embrasser notre nouvelle orientation en voyant l'entreprise prospérer et leur sécurité professionnelle se renforcer. Les réunions de direction se transformèrent en véritables arènes où s'affrontaient idées créatives et débats vigoureux, et mes contributions étaient reconnues et respectées. Je me souviens d'une discussion particulièrement houleuse sur l'acquisition d'un petit concurrent en difficulté à Portland, dans le Maine. La moitié de l'équipe estimait que c'était trop risqué, tandis que l'autre soulignait la valeur stratégique de leur clientèle et de leur entrepôt. Le débat fit rage pendant des heures dans notre salle de conférence, avec des voix qui montaient et redescendaient au fil des arguments et des contre-arguments. Finalement, papa se pencha en arrière dans son fauteuil et déclara : « C'est ton choix, Michel. » Le silence tomba dans la salle, tous les regards convergèrent vers moi. Je pris une profonde inspiration et donnai le feu vert pour l'acquisition. 3 mois plus tard, cette décision avait accru notre part de marché en Île-de-France de 15%. Chaque moment fut une leçon de résilience et de quête incessante d'excellence. Certes, il y eut des revers. Le projet de Saint-Denis déborda du budget lorsque des problèmes inattendus dans la chaîne d'approvisionnement firent grimper les coûts. Une tempête d'hiver particulièrement violente endommagea un de nos entrepôts, entraînant des pertes de stock et des retards de livraison. Un responsable de compte clé quitta l'entreprise pour rejoindre un concurrent, emportant avec lui 2 clients importants. Chaque défi mit notre détermination à rude épreuve, mais nous força également à devenir plus adaptables et créatifs dans la résolution des problèmes. Les dynamiques familiales évoluèrent parallèlement à la croissance de l'entreprise. Les dîners du dimanche dans l'ancienne maison de mes parents à Neuilly que maman avait conservée après le divorce se transformèrent en sessions stratégiques déguisées en retrouvailles familiales. Emma, qui avait été initialement sceptique, montrait désormais un intérêt grandissant pour l'évolution de l'entreprise. Elle posait des questions pointues sur nos projections financières ou sur nos stratégies marketing, son bagage en droit, issu de la faculté de droit de la Sorbonne, lui conférant un œil aiguisé pour déceler d'éventuels écueils juridiques dans notre expansion rapide. Le tournant le plus marquant survint lorsque nous obtenûmes le financement pour notre expansion nationale. Après des réunions avec 8 sociétés d'investissement différentes, nous conclûmes un partenariat avec Capital Blackwood, un fonds privé familial réputé pour sa patience et sa stratégie réfléchie. Leur associé principal, Richard Blackwood, me rappelait un peu papa à l'ancienne dans sa méthode mais suffisamment ouvert d'esprit pour entrevoir le potentiel de notre vision. Le jour de la signature, s'engageant dans un plan de croissance sur 5 ans qui porterait les entreprises Lefebvre bien au-delà de l'Île-de-France pour conquérir tout l'Hexagone, papa et moi nous tenions sur le toit de notre immeuble, regardant les quais de la Seine. Ton grand-père a démarré cette entreprise avec 3 employés et un camion loué, dit-il d'une voix étonnamment douce. Il serait fier de voir où nous l'amenons. L'injection de capital de Blackwood nous permit d'agir rapidement. Nous ouvrîmes des bureaux régionaux à Lyon, Lille et Nice en l'espace de 6 mois. Chaque expansion apportait son lot de défis réglementations régionales différentes, attentes variées des clients, complexité logistique pour gérer les stocks répartis entre plusieurs entrepôts mais aussi de formidables opportunités. Notre gamme de matériaux de construction écologique, qui avait rencontré un succès modeste dans l'Île-de-France, trouva un écho inattendu sur les marchés du Sud-Est en pleine effervescence. Je passais des semaines sur la route, vivant d'hôtels et de voitures de location, rencontrant des clients potentiels et supervisant l'installation de nouveaux sites. Les voyages étaient épuisants, mais il y avait dans le fait de voir notre vision prendre forme dans des villes situées à des centaines de kilomètres de nos débuts une exaltation incomparable. Je me souviens être resté dans notre entrepôt fraîchement inauguré à Lille, observant les premières expéditions s'organiser sur des rayonnages qui n'avaient été vides que quelques jours auparavant, ressentant une fierté qu'aucun poste de bureau ne pouvait offrir. De retour à Paris,
papa maintenait le cap, gérant les relations avec nos clients existants et veillant à ce que notre cœur de métier reste solide pendant l'expansion. Nous nous parlions plusieurs fois par jour, parfois pour de brèves vérifications, parfois pour des sessions stratégiques d'1 heure. Malgré la distance, nous étions plus en phase que jamais, conscients chacun de notre rôle dans la construction d'un projet d'exception. Au terme de cette période de 2 ans, notre labeur acharné nous avait permis de transformer une petite affaire en un empire évalué à 250 millions d'euros. Les chiffres des bilans n'étaient pas de simples nombres, ils étaient la preuve de notre engagement, de nos sacrifices et de la conviction inébranlable que les rêves peuvent se concrétiser grâce au travail et à l'innovation. Lorsque le journal des affaires nous inclut dans sa rubrique « Entreprises à surveiller », qualifiant les entreprises Lefebvre de « disruptives inattendues dans la fourniture pour la construction », j'imprimai l'article que j'encadrerais dans le bureau de papa. Cette croissance entraîna également des changements personnels. J'achetai un appartement dans le Marais, bien que je n'y passais pas assez de temps pour en faire un véritable foyer. Mes relations furent reléguées au second plan par ma dévotion à l'entreprise Sarah, avec qui je sortais au moment où j'avais rejoint l'entreprise, en eut assez des rendez-vous annulés et des appels en pleine soirée à propos de crise logistique. Les amis d'école de commerce, autrefois présents au quotidien, ne furent plus que des interlocuteurs occasionnels lors d'appels ou des visages sur des cartes de vœux, leur vie prenant des chemins de plus en plus éloignés des miens. Et pourtant, malgré ces sacrifices, je ressentais un épanouissement que je n'avais jamais connu auparavant. L'entreprise, qui arborait désormais notre nom familial dans toute l'Hexagone, n'était pas qu'un business, c'était un héritage, le témoignage de ce que la vision et la persévérance pouvaient accomplir. Alors que nous préparions une célébration pour marquer notre exploit, j'avais l'impression que nous étions à l'aube de possibilités encore plus grandes. Ce que je ne réalisais pas encore, c'est que le succès à une telle échelle engendre ses propres complications, des complications qui allaient bientôt mettre à l'épreuve non seulement notre sens des affaires, mais aussi les liens même de notre famille. Un frais soir de fin septembre, je me retrouvais enfin à Paris après 3 semaines épuisantes de réunions sur tout notre territoire en expansion. Le trajet habituel vers l'ancienne maison de mes parents à Neuilly-sur-Seine ressemblait à un passage vers un monde différent, bien loin des hôtels d'affaires et des terminaux d'aéroport qui avaient été mon quotidien pendant le mois. Maman avait insisté pour un dîner familial, l'un de ces rassemblements non négociables qu'elle organisait toujours malgré le divorce. Vous devez toujours vous rappeler que vous êtes avant tout une famille, et ensuite des partenaires d'affaires, m'avait-elle dit au téléphone d'un ton autoritaire. Les érables bordant la rue commençaient à parer leurs feuilles de reflets ambrés et dorés. Je garai mon Audi, une récente gourmandise après des années de voiture pratique, derrière le SUV de ma sœur Emma, et pris un moment pour me ressaisir. Ces dîners devenaient rares à mesure que nos emplois du temps se remplissaient de réunions, et j'aspirais à quelques heures de normalité, loin des tableaux Excel et des sessions stratégiques. La maison exhalait l'odeur de lasagne de maman, une recette transmise par ma grand-mère italienne qui avait toujours été le clou des réunions familiales. Emma était déjà là, servant du vin et conversant avec animation avec notre cousin Thierry, venu de Lyon pour une conférence technologique. Papa arriva quelques minutes après, portant une bouteille de Barolo raffiné et vêtu d'un pull décontracté au lieu de son habituel costume-cravate. Au début du dîner familial, la conversation coulait aisément. Emma nous racontait ses récentes vacances au Portugal, Thierry expliquait le concept d'une nouvelle application développée par sa start-up, et maman m'interrogeait subtilement sur l'existence éventuelle d'une personne spéciale dans ma vie. Papa paraissait plus réservé que d'habitude, sirotant son vin et jetant de temps à autre un coup d'œil à sa montre, mais je mis cela sur le compte de la fatigue accumulée. La croissance effrénée de l'entreprise pesait sur nous tous, mais surtout sur lui, à l'approche de ses 60 ans. Alors, Michel, lança maman en me passant une seconde assiette de lasagne que je n'avais pas vraiment besoin de finir, parle-moi du bureau de Nice. Ça fonctionne enfin comme il faut? Je me lançai dans un compte-rendu, expliquant comment nous avions surmonté les difficultés de recrutement initial et dépassé nos objectifs régionaux. Papa hochait la tête, ajoutant de temps à autre des précisions issues de ses récentes conversations avec notre directeur régional. C'était réconfortant de partager ses succès dans la chaleur de la famille plutôt que dans la froideur des salles de conseil. Puis, alors que Gina, la femme de ménage de maman depuis une décennie, débarrassait la table et servait le tiramisu, l'atmosphère changea brutalement. Papa posa son verre avec une gestuelle délibérée qui attira immédiatement mon attention. Son expression s'était modifiée,
ses traits se durcissant en une détermination familière avant des négociations difficiles. J'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de l'entreprise, déclara-t-il d'une voix autoritaire, annonçant qu'il était temps de formaliser notre structure de direction pour entrer dans une nouvelle phase de croissance. Emma et moi échangeâmes un regard complice. Ce n'était pas inédit, nous avions longuement discuté de la réorganisation au fur et à mesure de l'expansion, mais quelque chose dans le ton de papa fit monter un frisson le long de ma nuque. Il nous faut un plan de succession clair, poursuivit-il, et après mûre réflexion, ma décision est prise. Il se tourna vers Emma. Tu seras la directrice générale, compris? Ces mots résonnèrent dans la pièce et je ressentis une onde de choc inattendu. La fourchette que je tenais tomba sur l'assiette de dessert avec un bruit assourdissant dans ce silence soudain. Pendant un court instant, je crus avoir mal entendu. Emma, tout aussi stupéfaite, laissa son verre en suspens. « Papa » parvins-je enfin à dire d'une voix étrange, « de quoi parles-tu » ? Je gère les opérations à tes côtés depuis 2 ans. Emma n'a jamais été impliquée dans le quotidien de l'entreprise. Emma posa son verre avec précaution. C'est inattendu, dit-elle, reprenant rapidement son aplomb d'avocate malgré la surprise. Papa, Michel a été essentiel à notre croissance. Je n'ai même jamais envisagé de prendre un rôle exécutif. Papa ne broncha pas, Emma a le tempérament qu'il faut pour diriger. Elle est méthodique, prudente, et moins encline à prendre des risques inutiles. Chacune de ses paroles me semblait une critique subtile de ma manière d'agir, même si son ton demeurait factuel. L'entreprise a atteint une taille où la stabilité prime sur l'expansion agressive. La table, jadis animée de rires et de souvenirs partagés, se remplit soudain d'un silence gêné. Je ressentis une incompréhension mêlée à un désarroi intérieur alors que la réalité s'imposait. Maman échangeait des regards inquiets entre nous. Thomas, est-ce vraiment le moment et le lieu pour ce genre de discussion? As-tu consulté le conseil d'administration? Les investisseurs? Papa balaya ses inquiétudes d'un geste. Le conseil soutiendra ma recommandation. Blackwood comprend l'importance d'une direction stable. Il se tourna vers Emma. Tu as toujours observé de loin, mais je sais que tu as été attentive. Ton bagage juridique t'accorde un avantage pour naviguer dans les défis réglementaires à venir. Je peinais à comprendre ce qui se passait. L'annonce était non seulement une surprise, mais un bouleversement dans la dynamique familiale soigneusement orchestrée, et je me sentais trahi et incertain quant à mon avenir. À quelques heures de là, j'avais été à Nice, représentant fièrement l'entreprise que j'avais contribué à transformer, prenant des décisions qui auraient façonné son futur. Maintenant, il semblait que ce futur ne m'inclurait pas comme je l'avais imaginé. Et mon rôle dans l'avenir, demanda Emma, d'une voix analytique, détournant la discussion du choc initial. Je lui fus reconnaissant, même si une partie de moi regrettait qu'elle ne rejette pas plus vigoureusement cette décision. Papa but une gorgée de vin avant de répondre. Michel restera un membre clé de l'équipe dirigeante. Son expérience dans l'expansion est précieuse. Mais les décisions finales reviendront à Emma. Une colère sourde monta en moi. Après tout ce que j'ai fait les semaines de 70 heures, les sacrifices, les relations nouées avec clients et partenaires, tu me relègues ainsi? Pour quelqu'un qui n'a même jamais été dans l'arène? Mes mots furent plus durs que je ne l'aurais souhaité, et je regrettais aussitôt de voir Emma tressaillir, mais je ne pus m'en empêcher. Ce n'est pas une question de ce qui est bon pour l'entreprise. C'est autre chose. Thierry, manifestement mal à l'aise face au drame familial, murmura quelque chose au sujet d'aider Gina à préparer le café et quitta rapidement la salle à manger. Maman étendit sa main sur la mienne, un geste de réconfort qui n'atténua guère le tumulte intérieur. « Et Michel, dit papa en adoucissant légèrement sa voix, ce n'est pas une remise en cause de tes apports. Mais diriger ne se résume pas à l'ambition et à la vision. C'est aussi savoir retenir, avoir du recul. Emma possède cette qualité en abondance. » Tandis que la soirée avançait, j'essayais de digérer cette nouvelle inattendue tout en gardant mon calme devant la famille. La conversation dériva sur des sujets moins explosifs, mais une tension sous-jacente persistait. Emma tenta à plusieurs reprises de croiser mon regard, et je le détournai, incapable d'affronter l'amalgame complexe d'émotions qu'elle éveillait en moi. Ce n'était pas sa faute, je me disais, même si la raison se faisait rare à cet instant.
Silencieusement, je me questionnais sur ce qui avait poussé papa à prendre une décision aussi radicale, s'il s'agissait d'une stratégie mûrement réfléchie ou d'une impulsion émotionnelle. Avais-je manqué des signes indiquant son mécontentement à l'égard de ma direction? Y avait-il eu un déclencheur précis, ou cela faisait-il partie de son plan depuis toujours? Les questions tourbillonnaient en moi, sans réponse et perturbantes. Ce dîner marqua un tournant, me laissant avec une fierté meurtrie et l'envie de comprendre les implications plus profondes de son annonce. En regagnant mon appartement dans le Marais plus tard dans la soirée, la silhouette de la ville scintillant au loin, je sentais qu'un changement fondamental s'était opéré. L'entreprise, qui avait été le centre de mon univers depuis 2 ans, ressemblait désormais à un territoire incertain. Le partenariat avec papa, que j'avais toujours chéri, paraissait désormais bâti sur des fondations fragiles. Je me gara dans le parking sous mon immeuble et restai longtemps assis dans la voiture, rejouant les événements de la soirée. Un message de texte de la part d'Emma apparut sur mon téléphone, « Il faut qu'on parle ». Ce n'est pas ce que je voulais. Je l'éteignis, n'étant pas encore prêt pour cette conversation. La révélation de ce dîner avait fait plus que briser ma confiance professionnelle, elle avait ravivé de vieilles dynamiques familiales que je croyais dépassées. Et alors que je montais enfin vers mon appartement rarement habité, je ne pouvais me défaire de l'impression qu'il y avait bien plus dans cette histoire que ce qui avait été dit autour de la table. Quelque chose dans la façon calculée avec laquelle papa avait orchestré son annonce laissait présager que ceci n'était que le début d'une situation bien plus compliquée. Ce qui allait suivre, je ne pouvais encore l'imaginer. Cette nuit-là, le sommeil m'échappa. Je me tournai et me retournai dans mon grand lit, encore étranger après des mois passés en hôtel, mon esprit fourmillant de questions et de scénarios. À l'aube, alors que les premiers rayons dorés perçaient ma fenêtre, j'avais pris une décision, j'irai au bureau dès l'aube pour rassembler mes idées et préparer une conversation rationnelle et professionnelle avec papa. Quelles que soient ses raisons pour annoncer la nomination de la directrice générale, il fallait en discuter sérieusement, non autour d'une table familiale, mais dans le lieu même où nous avions bâti notre succès. Le trajet vers la rue de Rivoli fut plus rapide que d'habitude dans la douceur du matin. L'agent de sécurité, Hector, fut surpris de me voir avant 7 heures, mais me salua d'un hochement de tête chaleureux. Le bureau était calme, la plupart des employés n'arrivant qu'1 heure plus tard. Je préparai une tasse de café dans la cuisine et la portai dans mon bureau, ressentant le réconfort familier de cet espace que j'avais fait mien au cours des 2 dernières années. Mon bureau occupait le coin nord-est de l'immeuble, avec des fenêtres donnant sur la ville dans 2 directions. J'avais opté pour un décor minimaliste, quelques photos encadrées de projets achevés, une bannière de l'ESCP, mon alma mater, aux grandes dames initiales de papa, fervent défenseur de la Sorbonne, et un plan ancien de notre premier entrepôt que papa m'avait offert lors de mon premier anniversaire dans l'entreprise. Les murs étaient garnis d'étagères renfermant des références professionnelles, des dossiers de projets et mes carnets personnels, des dizaines, remplis d'idées, de stratégies et de réflexions consignées tout au long de notre expansion. Je m'installai à mon bureau, ouvris mon ordinateur portable et commençai à organiser mes idées en vue de l'inévitable conversation avec papa. J'avais besoin de comprendre ses motivations, d'exprimer mes inquiétudes sans que l'émotion ne prenne le dessus, et de trouver une voie d'avenir acceptable pour l'entreprise et pour notre famille. À peine avais-je rédigé quelques points que j'entendis la porte s'ouvrir. Papa se tenait dans l'encadrement, l'air fatigué, ses cheveux argentés légèrement en désordre. Un moment, nous restâmes là, le silence chargé d'implicite. « Tu es arrivé tôt », finit-il par dire en entrant dans le bureau. « Je n'ai pas trouvé le sommeil », répliquai-je en désignant la cafetière sur la commode. « Il y a du café frais si tu veux. » Il hocha la tête sans se diriger vers le café, s'avançant plutôt vers les étagères et passant ses doigts sur les reliures de mes carnets. « Tu as toujours été méticuleux pour tout noter, » dit-il d'un ton difficile à déchiffrer. « Tout comme ton grand-père. Lui aussi tenait des journaux. » Je l'observai, tentant de deviner son humeur. « Papa, à propos de hier soir, commençai-je, mais il m'interrompit, « J'ai quelque chose à te montrer. » Il se détourna des étagères et nous mena dans son grand bureau, rempli de souvenirs d'une carrière longue, photos avec maires et présidents régionaux, trophées d'associations professionnelles, et même le casque qu'il portait lors de sa première visite sur un chantier dans les années 80.
C'était une véritable frise chronologique des entreprises Lefebvre, retraçant de leur début modeste jusqu'au succès actuel. Ferme la porte, ordonna-t-il en s'installant derrière son bureau, où quelques cartons en carton semblaient déplacés dans ce lieu habituellement impeccable. Je m'exécutai, puis restai figé lorsque, ouvrant l'un des cartons, il en sortit une poignée de feuilles déchirées. Avec horreur, je reconnus les couvertures bleues distinctives de mes carnets, réduits désormais en lambeaux. « Qu'est-ce que c'est que ça » m'exclamai-je, incrédule. « Ce sont mes... »« Oui, tes carnets », confirma papa d'un ton grave et résolu. « J'ai fouillé dans ton bureau hier soir après ton départ. » Je le regardai, peinant à assimiler ses paroles. « Tu as fouillé dans mon bureau ? Mes carnets personnels ? » Il laissa retomber les pages déchirées dans le carton. « Je les ai détruits pour éviter que des informations sensibles ne se répandent, déclara-t-il comme si cela justifiait son geste radical. Le choc fut immense. Jamais je n'aurais imaginé qu'il en vienne à détruire des documents qui n'étaient que le reflet de mon parcours personnel et de mes idées, jamais destinés à être dévoilés. Je restai là, submergé par le poids de ces mots, tentant de concilier l'image du mentor bienveillant que j'avais toujours connu avec l'homme prêt à sacrifier une part de moi pour servir sa propre stratégie. Des informations sensibles ? De quoi parles-tu ? Ma voix, étrangement calme malgré la fureur intérieure, trahissait mon incrédulité. Ce n'étaient que mes notes personnelles, mes idées pour l'entreprise, notre entreprise. Papa se mit à arpenter la pièce, geste habituel quand il était contrarié. Après hier soir, je ne savais plus trop dans quel état d'esprit tu te trouvais. Je sais que tu es bouleversé par la décision de nommer une nouvelle directrice générale. Alors tu pensais que je vendrais des secrets à des concurrents en détruisant mes carnets, m'interrompis-je, incrédule. Après tout ce que nous avons construit ensemble ? Il s'arrêta et me fixa droit dans les yeux. La réalité est que le monde des affaires et celui de la famille sont complexes, Michel. La décision de nommer Emma ne relève pas du personnel, mais ta réaction l'est. Je ne pouvais prendre le risque de quoi ? Répliquai-je, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester posée. Que je me comporte comme un enfant capricieux ? Que j'essaie de saboter ma propre sœur ? C'est ainsi que tu me vois après tout ce temps ? Dans la lumière croissante du matin filtrant par la fenêtre, je remarquai les rides de fatigue autour de ses yeux, une lassitude bien plus profonde que l'épuisement physique. Pendant un instant, il semblait bien plus vieux que son âge, vulnérable d'une manière que je n'avais jamais vue. Je pense, dit-il lentement, que les gens font des choses imprévisibles quand ils se sentent trahis. Même les bonnes personnes. Même la famille. Je m'approchai du carton pour y jeter un coup d'œil, constatant que 2 années de mes réflexions et projets avaient été réduites en confetti. Chaque morceau déchiré me semblait être une petite trahison, et pourtant, je sentais qu'il y avait une dimension plus complexe derrière cet acte. La destruction de ces documents portait en elle une ironie que je ne pouvais ignorer, une tentative de protéger des secrets, mais qui dévoilait en réalité une fracture plus profonde dans notre relation familiale, faite de méfiance et d'ambition. « Tu aurais pu m'en parler » dis-je doucement. « Tu aurais pu me dire, Michel, je crains que tes carnets contiennent des informations sensibles. Nous aurions pu les examiner ensemble. Au lieu de cela, tu es entré comme un voleur et tu as détruit ce qui m'appartenait. » La mâchoire de papa se crispa. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger l'entreprise. Et non, rétorquai-je, une amère moquerie s'échappant, tu as fait ce qu'il fallait pour protéger ta décision. Il ne s'agit pas de sécurité d'entreprise, c'est une question de contrôle. Le calme du petit matin enveloppait le bureau, rendant notre échange à la fois intime et exposé. À l'extérieur, Paris s'éveillait, le trafic augmentait dans les rues, et le rythme de la journée commençait à s'imposer. À l'intérieur, quelque chose de fondamental était en train de changer entre nous. Je ressentais un mélange amer de colère et de curiosité quant aux véritables intentions de papa. Il devait y avoir une raison derrière sa décision de nommer Emma, une raison liée à des peurs qu'il n'osait pas exprimer. Que as-tu vraiment peur de perdre, papa ? Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela ? Demandai-je d'une voix désormais plus douce. Il se détourna, regardant la ligne d'horizon de la ville. Tu ne comprendrais pas, et c'est moi, le défiai-je. Après avoir détruit mes effets personnels, tu me dois au moins cette explication. Pendant un long moment,
Il resta silencieux, dos tourné, ses épaules rigides. Puis, sans se retourner, il dit, « La réunion du conseil se tiendra jeudi. Sois présent. Tout y sera expliqué. » Je le regardai, la frustration montant en moi. « C'est tout ? C'est tout ce que tu vas me dire ? » Pour l'instant, répondit-il en se retournant enfin pour me fixer, « En attendant, je te demande de me faire confiance et de croire que je fais ce qui est le mieux pour l'entreprise pour nous tous. » L'ironie de me demander de lui faire confiance en me montrant les débris de mes carnets ne m'échappa pas. Je secouai la tête, m'arrêtant devant la porte. « Tu sais ce qui est le pire ? Ce n'est pas le fait d'avoir choisi Emma, ni même d'avoir détruit mes carnets. C'est que tu ne m'as pas fait confiance pour avoir une conversation honnête. Après tout ce que nous avons accompli ensemble, je méritais mieux. » Je partis avant qu'il ne puisse répondre, mon esprit bouillonnant de questions et la certitude que des forces obscures étaient à l'œuvre, bien au-delà de ce que je comprenais encore. Le bureau commençait à se remplir des employés arrivant pour la journée, leurs salutations matinales et conversations anodines servant de toile de fond à ce drame familial. En traversant la réception, Martine leva les yeux, inquiète. « Tout va bien, monsieur Lefebvre ? Vous semblez ébranlé. » J'affichai un sourire crispé. « Juste un désaccord sur la stratégie, Martine. Rien d'inquiétant. » Mais en regagnant mon bureau et en constatant le vide laissé sur mes étagères par mes carnets, je savais que la vérité était tout autre. Quelque chose n'allait pas, et je devais découvrir quoi avant la réunion du conseil de jeudi. Les 2 jours suivants se déroulèrent dans un brouillard de tension. Papa et moi maintenions une façade professionnelle devant le personnel, mais le malaise était palpable. Emma appela à plusieurs reprises, mais je laissai ses messages sans répondre, pas encore prêt à affronter l'intensité de mes sentiments. Je m'immergeais dans mon travail, passant en revue nos dernières projections financières et préparant un rapport détaillé sur l'expansion vers le sud-est, un travail qui, dans l'incertitude de ma position, me semblait étrangement vide. Mercredi après-midi, alors que je fixais machinalement des tableaux Excel dans mon bureau, un coup frappé à la porte interrompit ma concentration. C'était Priya, notre responsable de l'infrastructure digitale, tenant une tablette avec une expression hésitante. « Désolée de t'interrompre, dit-elle en se tenant dans l'embrasure, mais je pensais que tu devais voir ça. » Je l'invitai à entrer, reconnaissant pour toute distraction face à mes pensées en boucle. « Qu'est-ce que c'est ? demanda-je. Elle plaça la tablette devant moi, affichant une série de mets. J'étais en train de faire un audit de sécurité de nos serveurs, une vérification de routine, et j'ai découvert ces messages enfouis dans un dossier crypté sur le disque privé de ton père. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale. Priya, si ce sont les emails privés de papa, nous ne devrions pas les consulter. Elle secoua la tête, ses yeux sombres trahissant une gravité inhabituelle. Dans des circonstances normales, j'y adhérerais. Mais ces messages concernent Capital Blackwood et te mentionnent directement. Vu ce qui se passe. Elle s'interrompit, mal à l'aise mais convaincue de l'importance des faits. Mes scrupules éthiques se livrèrent à un combat avec ma curiosité, et la curiosité l'emporta. Je parcourus les emails, mon malaise grandissant à chaque ligne. Il relatait une série de conversations entre papa et Richard Blackwood, s'étalant sur les 3 derniers mois, abordant ce qu'il désignait comme « le problème de succession ». Blackwood prônait une approche plus conservatrice de la direction et exprimait des inquiétudes quant à mes stratégies d'expansion jugées trop agressives. Des références voilées à des termes financiers, absents de notre accord initial, ponctuaient ces échanges. « Cela n'a aucun sens, murmurai-je, plus pour moi-même que pour Priya. Blackwood n'a été que supporté de nos initiatives de croissance. L'expansion sur l'Hexagone était autant son idée que la mienne. » Priya hocha tristement la tête. « Il y a encore quelque chose. Regarde la pièce jointe du dernier email. » J'ouvris le document et découvris un projet d'accord qui accorderait à Capital Blackwood une participation majoritaire dans les entreprises Lefebvre en échange d'un apport supplémentaire, mais uniquement si certaines modifications managériales, incluant la nomination d'Emma comme directrice générale et la réduction de mon rôle, étaient mises en œuvre. Mon Dieu, soufflai-je, les pièces du puzzle se mettant en place. Ils orchestrent une sorte de prise de contrôle en douceur, et papa y collabore. Priya acquiesça avec gravité.
C'est ainsi que je l'interprète également. Je pensais qu'il fallait que tu sois au courant avant la réunion du conseil de demain. Après son départ, je restais abasourdi, essayant d'assimiler cette nouvelle information qui expliquait le comportement de papa tout en soulevant de nouvelles questions. Pourquoi céderait-il volontairement le contrôle de l'entreprise qu'il avait bâtie? Sous quelle pression Blackwood opérait-il? Et pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé directement, préférant une tromperie élaborée? Je réfléchissais encore à tout cela lorsque mon téléphone sonna. C'était le standard de sécurité de l'immeuble. Monsieur Lefebvre, une certaine Madame Emma Lefebvre est ici pour vous voir. Elle insiste pour une entrevue urgente, sans rendez-vous. Je soupirai, sachant que cette conversation était inévitable. Faites-la monter. Emma arriva quelques instants plus tard, le visage déterminé mais teinté d'appréhension. Sa mallette d'avocate contrastait avec sa tenue décontractée, un jean et un sweatshirt de l'université Paris-Dauphine, lui donnant un air bien plus jeune qu'à 34 ans. « Tu m'as évité » dit-elle sans préambule en refermant la porte derrière elle. « J'ai été occupée » répliquai-je en désignant le chaos de documents épars sur mon bureau. Elle me lança un regard qui en disait long. « Michel, je n'ai rien fait pour provoquer l'annonce de papa. Cela m'a aussi prise au dépourvu. » J'avais envie de nourrir ma colère, mais la sincérité dans sa voix me désarma. « Et pourtant, tu n'as rien refusé. » « C'est compliqué, » expliqua-t-elle en déposant sa mallette sur mon bureau, la fouillant du regard. « Ces 2 derniers jours, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe réellement. J'ai l'impression que papa nous cache quelque chose. » Je ne pus m'empêcher de sourire. « On peut dire ça. » Elle sortit un dossier et me le tendit. « Regarde ces documents. Ce sont les projections financières pour les 5 prochaines années, préparées par papa et soumises à Capital Blackwood le mois dernier. Elles diffèrent radicalement de celles que toi et la directrice financière aviez élaborées. » Je feuilletai les papiers, mon inquiétude grandissant. Les prévisions indiquaient une trajectoire de croissance bien plus prudente que celle envisagée, avec des réductions importantes dans les investissements en R&D et dans l'expansion du marché. « D'où viennent ces documents ?» demandai-je. Suzanne Chen me les a remis. Elle est inquiète, Michel. Elle affirme que papa lui a ordonné de préparer ses projections alternatives, la faisant jurer de garder le silence. Elle m'en a parlé en pensant que tu étais déjà au courant, vu l'annonce de papa. J'assemblais ce nouvel élément au puzzle que Priya avait commencé à reconstituer. Il y a autre chose, dis-je en tournant mon écran pour qu'Emma puisse lire les emails. Capital Blackwood cherche essentiellement à prendre le contrôle de l'entreprise, avec toi comme figure de proue. Le visage d'Emma pâlit en parcourant les messages. Ce n'est pas possible. Papa ne trahirait jamais l'entreprise familiale de la sorte. Sauf s'il n'avait pas le choix, répondis-je, une nouvelle hypothèse prenant forme dans mon esprit. Et si Blackwood détenait un atout? Quelque chose qu'ils utilisaient contre lui? Nous passâmes l'heure suivante à examiner chaque document accessible, cherchant la moindre explication à ses agissements. Finalement, Emma s'affaissa sur sa chaise, se massant les tempes. C'est insensé. La réunion du conseil de demain sera sans aucun doute le moment où tout sera officialisé. Je hochai la tête, l'esprit en ébullition, réfléchissant aux stratégies possibles pour contrer cette prise de contrôle imminente. Et nous avons besoin de plus d'informations avant de pouvoir agir. Emma hésita, puis reprit sa mallette. Suzanne va rassembler tous les dossiers financiers concernant l'acquisition de l'île. Toi, concentre-toi sur les documents de due diligence. Alors qu'elle se préparait à partir, je ressentis une vague de gratitude, malgré tout, que nous faisions face à cette crise en alliés plutôt qu'en adversaires. Emma, dis-je en utilisant le surnom d'enfance, je suis désolée d'avoir ignoré tes appels. Elle esquissa un léger sourire. Je comprends. Mais Michel, quoi qu'il arrive avec papa et Blackwood, nous devons faire front commun demain. L'avenir de l'entreprise, notre entreprise en dépend. Ce revirement m'obligea à réévaluer non seulement mon rôle au sein de l'entreprise, mais aussi le sens plus profond de nos interactions. Il était clair que le véritable enjeu n'était pas de savoir si des secrets avaient été divulgués, mais de comprendre comment nous parvenions à communiquer et à nous faire confiance sous la pression d'un succès sans précédent.
Dans le rire qui suivit la destruction de mes notes personnelles, j'y découvris l'étincelle d'un espoir, peut-être pourrions-nous réparer ce qui avait été brisé. Après le départ d'Emma, je rappelai Priya dans mon bureau. J'ai besoin que tu fasses quelque chose d'en apparence contraire à la politique de l'entreprise, lui dis-je. J'ai besoin d'un accès à distance au système d'enregistrement de la salle de conseil. Elle haussa un sourcil mais ne posa pas de questions. Donne-moi 1 heure. Lorsque la nuit tomba sur Paris, je me préparais pour ce qui allait probablement être la réunion du conseil la plus importante de ma carrière. Quels que soient les secrets que papa cachait ou le jeu que Blackwood menait, j'étais déterminée à découvrir la vérité et à protéger l'entreprise que nous avions tous bâtie. Les lambeaux de mes carnets, éparpillés sur mon bureau, me rappelaient que, en affaires, les éléments essentiels ne se trouvaient pas toujours dans les bilans ou les prévisions de marché, mais dans les liens complexes de la famille et de la confiance. La réunion du conseil restera à jamais gravée dans ma mémoire comme le jour le plus éprouvant et le plus révélateur de ma vie professionnelle. Emma et moi arrivâmes tôt, armés de documents, de données et de détermination. La salle de conseil, avec sa table en acajou étincelante et sa vue panoramique sur la Seine, ressemblait d'ordinaire à un symbole de notre réussite. Ce matin-là, elle se transforma en un véritable champ de bataille. Les membres du conseil s'installèrent, échangeant des politesses sans se douter de la tension palpable. Richard Blackwood arriva en dernier, sa présence imposante envahissant la pièce tandis qu'ils saluaient chacun avec un charme maîtrisé. Papa prenait place à la tête de la table, son visage soigneusement neutre lorsque nos regards se croisèrent. Ce qui suivit fut 3 heures de théâtre corporatif, bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Papa ouvrit la séance en recommandant formellement la nomination d'Emma en tant que directrice générale, évoquant sa sérénité de jugement et sa vision stratégique. Blackwood poursuivit avec une présentation sur l'apport en capital qui permettrait à son fonds de prendre un contrôle accru. Les autres membres du conseil hochèrent la tête, semblant accepter sans surprise ce bouleversement radical dans la direction et la structure de propriété. Puis vint mon tour. D'une voix que je tâchais de rendre calme malgré mes incertitudes, je présentai les incohérences que nous avions découvertes entre les projections financières officielles et celles alternatives préparées par papa. Je remis en question le revirement de Blackwood, qui prônait désormais une approche conservatrice après avoir défendu notre expansion agressive. Et enfin, j'exposai ce qu'Emma et moi avions découvert lors de notre enquête nocturne. L'acquisition de l'île avait inclus un terrain présentant une contamination environnementale significative, un fait sciemment dissimulé par le vendeur lors de la due diligence, mais que papa avait découvert peu après la clôture. Au lieu de divulguer cette information au conseil et à nos investisseurs, conclus-je en regardant directement papa, tu as négocié en privé un plan de dépollution avec le vendeur, un plan que Blackwood a découvert et utilise désormais comme levier. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de papa pâlit, la mâchoire de Blackwood se crispa sous une colère à peine maîtrisée, et les autres membres du conseil échangeaient des regards confus. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde, surtout moi. Papa se leva, boutonna son veston avec une gestuelle calculée, et confirma tout ce que j'avais dit. Oui, j'ai découvert la contamination après la clôture. Le vendeur avait falsifié les rapports environnementaux. J'aurais pu le signaler, et j'aurais dû le faire, mais une telle divulgation aurait déclenché des enquêtes réglementaires, entraîné d'énormes amendes et peut-être même conduit à notre faillite à un moment crucial de notre croissance. J'ai donc fait le choix de gérer cela en toute discrétion. Il expliqua comment il avait lui-même négocié avec l'ancien propriétaire, le menaçant d'action en justice à moins qu'il ne finance une dépollution complète hors des livres officiels. Le nettoyage était presque terminé, mais si l'affaire venait à être rendue publique, l'entreprise pourrait encore faire face à de lourdes sanctions et à des poursuites judiciaires. Blackwood a découvert cela lors de sa due diligence pour l'investissement supplémentaire, poursuivit-il. Il m'a alors offert un choix, démissionner volontairement et accepter ces changements de gestion, ou bien ils exposeraient la situation aux autorités. La salle explosa alors en débat passionné. Des questions de responsabilité juridique, d'éthique et de devoir fiduciaire fusèrent. Au milieu de tout cela, je regardais papa, l'homme qui avait bâti cette entreprise, qui m'avait appris tout ce que je savais sur le monde des affaires, qui venait de trahir ma confiance, et je ne voyais plus le leader sûr de lui que j'avais toujours admiré, mais un homme fatigué,
contraint de faire un choix difficile et d'en supporter les conséquences. Dans le sillage de cette semaine tumultueuse, je pris le temps de réfléchir à l'ascension rapide de notre empire et aux changements tout aussi brusques qui s'étaient opérés au sein de notre famille. J'en vins à comprendre que derrière chaque décision difficile se cachait un enchevêtrement complexe d'ambition, de peur et d'affection, un mélange qui définissait autant nos succès que nos épreuves. J'ai compris que notre parcours relevait autant d'une évolution personnelle que d'un triomphe corporatif. Le remous au sein de la salle de conseil aboutit à un compromis inattendu. Papa démissionnerait de son poste de directeur général, mais au lieu qu'Emma prenne les rênes comme Blackwood l'avait envisagé, le conseil nomma un directeur général intérimaire recruté en externe, le temps de procéder à une recherche approfondie. Emma et moi poursuivrons nos rôles actuels, travaillant ensemble pour assurer la stabilité durant cette transition. Plus important encore, nous dévoilerons volontairement la situation de l'île aux autorités, démarche que notre équipe juridique estime apaisera considérablement les sanctions potentielles. 3 semaines après la réunion, je me retrouvais assis sur un banc le long de la Seine, observant les équipes d'aviron glisser sous la lumière dorée de l'après-midi. Le tumulte s'était quelque peu calmé, bien que l'avenir des entreprises Lefebvre restât incertain. Blackwood avait retiré son offre d'investissement supplémentaire, mais demeurait un actionnaire important. La dépollution environnementale à l'île se poursuivait sous le contrôle des régulateurs compétents. Papa avait pris un congé, se retirant dans une petite maison de campagne en Normandie pour « réfléchir à la suite des événements », comme il disait. Je fus interrompu dans mes pensées par des pas sur le sentier, et levé les yeux pour voir Emma s'approcher, portant 2 tasses de café du Café Pensée, notre petit lieu favori du quartier. « Je pensais que tu en aurais besoin », dit-elle en me tendant l'une des tasses avant de s'asseoir à mes côtés. « Un latte noisette, extra shot, exactement comme tu aimes. » J'en pris une gorgée, savourant la familiarité de la boisson en contraste saisissant avec le tumulte des semaines récentes. « Tu as eu des nouvelles de papa ?» demanda-t-elle. « Non », secoua-t-elle la tête, « maman lui a parlé hier. Il paraît qu'il se consacre à la pêche et qu'il ne dit presque plus rien. » Nous restâmes un moment dans un silence complice, observant la scène et les passants étudiants avec leurs sacs à dos, joggeurs concentrés, touristes photographiant le feuillage d'automne. « Et tu ne te demandes jamais ce qui se serait passé si tu n'avais pas découvert tout ça ? Si le plan de papa avait abouti, demanda finalement Emma. Après d'innombrables nuits blanches à y réfléchir, je répondis franchement, je pense que tu aurais été une bonne directrice. Générale, dis-je. Mais pour les mauvaises raisons et dans des circonstances inappropriées. Elle me donna une petite tape sur l'épaule. Et toi, tu aurais été malheureux, relégué et obligé de regarder l'entreprise que tu as contribué à bâtir tomber sous le contrôle de Blackwood. Probablement, concédai-je. Et pourtant, une partie de moi comprend pourquoi papa a agi ainsi. Il essayait de protéger l'entreprise, à sa manière, même si cela était mal avisé. Cet incident me força à remettre en question mes propres attentes et à prendre conscience des dynamiques changeantes au sein de notre famille. Si les actions de papa avaient causé du tort, elles avaient aussi ouvert la voie à un dialogue sur nos rôles respectifs et sur l'importance d'une véritable communication. Je pris alors la résolution de parler plus ouvertement avec lui et avec Emma, dans l'espoir de reconstruire les liens fragilisés par l'intensité de notre univers professionnel. Le directeur général intérimaire n'est pas si mauvais, observa Emma en changeant de sujet. Jeanne a un bon instinct. Je hochai la tête. Jeanne Chen, une vétérane du secteur, avait su guider l'entreprise à travers cette tempête. Elle l'a clairement indiqué, elle n'envisage pas de prendre le poste de façon permanente. Emma but une gorgée de café avant de poser la question qui nous hantait depuis des semaines. Michel, comptes-tu te porter candidat au poste de directeur général quand le moment sera venu ? C'était une réflexion à laquelle j'avais longuement songé. Avant tout cela, la réponse aurait été un oui immédiat. Aujourd'hui, l'incertitude s'était emparée de moi. Je ne sais pas, répondis-je sincèrement. Une partie de moi en a plus que jamais envie pour prouver que je peux diriger l'entreprise avec transparence et intégrité. Mais une autre partie se demande s'il ne serait pas temps de tracer ma propre voie, en dehors de l'héritage de papa. Et nous alors, demanda Emma d'une voix posée. Pouvons-nous redevenir avant tout des frères et sœurs et seulement ensuite des collègues ? Je la regardai,
percevant derrière son apparence professionnelle la sœur avec qui j'avais bâti des châteaux de sable sur les plages de Normandie, celle qui m'avait aidé avec mes devoirs de maths, qui avait été présente lors de notre divorce parental. Malgré tout, le lien demeurait, peut-être même renforcé par l'épreuve. Je crois que nous y sommes déjà, dis-je en souriant. En regardant vers l'avenir, j'acceptais que le futur ne soit pas dicté par des titres ou des décisions précipitées. Je promis de continuer à investir ma créativité et ma passion, que ce soit au sein de l'entreprise ou en forgeant ma propre voie. Dans le rire qui suivit la destruction de mes carnets personnels, j'y retrouvai le rappel que l'inattendu peut parfois mener à la croissance, à la compréhension et à une nouvelle détermination, tant dans le monde des affaires que dans celui de la famille. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la Seine, Emma et moi regagnâmes le centre-ville, discutant des possibilités plutôt que des problèmes. L'entreprise qui avait consumé ma vie pendant 2 ans se transformait, évoluant de façon imprévisible. Et moi, je changeais aussi. Le lendemain, papa appela d'un ton rugueux mais sincère pour me convier à un week-end en Normandie. Amène Emma si elle le souhaite, ajouta-t-il, je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête, tous ensemble. J'acceptai, éprouvant une prudente forme d'optimisme. Le chemin à suivre restait flou, mais ce n'était pas ce dont j'avais besoin immédiatement. Ce dont nous avions besoin, c'était du courage pour affronter des vérités difficiles et de la sagesse pour en tirer des leçons. Après avoir raccroché, je regardais la skyline de Paris depuis ma fenêtre et repensais au parcours qui m'avait mené jusqu'ici. Les rêves ambitieux, le labeur incessant, les trahisons douloureuses et les révélations inattendues se mêlaient dans un tout complexe. L'empire de 250 millions d'euros que nous avions bâti n'était pas seulement un exploit commercial, c'était l'expression complexe de nos forces et faiblesses, de nos ambitions et de nos peurs. Quelle que soit la suite, j'étais convaincu que la véritable mesure du succès ne se trouvait pas dans les bilans ou les titres, mais dans l'intégrité avec laquelle nous affrontions nos défis et dans les liens que nous préservions. L'entreprise portait notre nom, certes, mais c'était la famille complexe, imparfaite et résiliente qui représentait le véritable héritage à protéger. Alors que je rangeais ma mallette pour rentrer chez moi, je remarquai un petit paquet sur mon bureau, absent plus tôt. À l'intérieur se trouvait un nouveau carnet relié en cuir, accompagné d'un mot de la main de papa, pour de nouveaux départs. Certaines choses ne devraient jamais être déchirées. Ce n'était pas tant des excuses qu'un début. J'ouvris le carnet sur sa première page vierge et commençai à écrire.